Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vous propose de se péter les neurones ensemble. Si vous regardez la chaîne, vous savez que je joue toujours dans des univers maison, enfin quasiment toujours à quelques exceptions près. Par exemple, cette année, j'ai joué dans l'univers de Dead Genesis, mais c'est plutôt une exception qu'une règle. Et donc, je fais pas mal de world building, si on peut dire. Et dans ce petit hors-série, en fait, mais que je mets quand même dans la Shadow March parce que c'est lié, je vous propose de parler du world building derrière la Shadow March, justement, du mythe derrière la Shadow March. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus parce que ça part complètement dans tous les sens. En fait, à chaque fois que je fais du world building, je repars jamais vraiment de zéro. Vous voyez, on a tous, enfin, moi j'ai des inspirations récurrentes, je pense qu'on en a tous, des tropes de fantasy classiques. Par exemple, si on est dans de la fantasy, voilà, il y a des dragons, il y a des donjons, il y a des démons, il y a des espadons. Moi, j'ai souvent des civilisations impérialistes qui réapparaissent toujours à un moment donné. Une sorte de Far West médiéval fantasy à un autre endroit, une forêt mystérieuse qui cache une ancienne civilisation. Souvent, j'aime bien parler des rêves, des gens qui ont perdu la mémoire, de la notion de sacrifice, d'immortalité, ce genre de trucs. Voilà quoi. Peu importe le monde de fantasy que je crée, que vous créez sûrement, eh ben, je retombe et vous retombez toujours, souvent, dans des choses qui vous nourrissent en fait. Il y a des impondérables en fait. D'ailleurs, moi j'ai un impondérable, c'est quasiment à chaque fois que je fais le nom de mon univers de fantasy, de ma énième version d'un univers de fantasy pour faire une campagne de jeu de rôle, le nom c'est toujours Abara. Et voilà, dans ces trucs-là, le truc qui change le plus souvent, voilà, c'est les enjeux, les lieux, il y a toujours des trucs qui changent au demeurant. L'histoire qu'on raconte n'est pas toujours la même si on peut retrouver des patterns, notamment parce que les personnages sont incarnés par les PJ, qui sont à chaque fois incarnés par différents joueurs, qui sont uniques et qui vont prendre des décisions et qui vont s'emparer en fait en partie du monde que vous allez créer. Et voilà, on rejoue pas tout le temps la même chose, qu'on s'entende bien, c'est pas ça ce que j'essaie de dire du tout. Mais le matériau de base, c'est souvent un mélange entre des concepts bien ancrés en nous, parce que voilà, fondamentalement, on a des valeurs, des trucs qui nous travaillent, chacun quand on crée quelque chose, mélangés évidemment à des idées fugaces, aux inspirations du moment, et au fait que voilà, on découvre nous-mêmes toujours des nouvelles fictions, peut-être des documentaires, des trucs, on a des réflexions philosophiques. Moi par exemple, c'est un truc que j'aime bien, la philosophie, même si je dirais pas que je suis un grand connaisseur de la partie historique de la philosophie. Et voilà, on met tous de nous-mêmes dans nos créations, quoi. Et on retrouve toujours des choses. Par contre, moi, personnellement, du coup, en termes de world building, il y a toujours un truc auquel j'ai du mal à échapper. Alors que, comme je le dis bien souvent, il y a déjà eu des vidéos précédentes là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Le truc auquel j'échappe pas souvent, c'est le mythe originel, qui généralement est une sorte de truc métaphysique, philosophique, complètement perché, que les joueurs ne touchent jamais vraiment durant la campagne. Mais je sais pas, moi j'adore réfléchir à ces trucs-là, j'ai besoin d'avoir une sorte de fondation pour essayer de mettre un semblant de cohérence dans le bazar, vous voyez. Et à chaque fois j'y repasse, quoi. Même si j'essaie de commencer petit, et que ça marche d'ailleurs, je joue en commençant petit, à un moment donné, il finit toujours par y avoir un moment donné en fait dans le world building où voilà, j'ai des envies, j'ai envie de mettre telle créature à tel endroit, j'ai envie de mettre tel donjon, de mettre tel concept en avant, et je suis en mode il faut que ce soit cohérent avec le reste, et ça me fait à chaque fois reculer, prendre encore de plus en plus de recul métaphysique, et je retombe toujours à voilà, refaire la création du monde et tout. Et aujourd'hui je vais vous partager du coup cette création du monde, mais pour l'univers de la Shadow March. Donc je l'avais déjà fait pour une autre campagne, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit moment qui est un peu tombé à l'eau d'ailleurs cette campagne, elle n'a pas vu de fin réellement, je vous mettrai le lien dans la description, j'avais fait des illustrations et tout à ce moment-là. Bon là en ce moment je fais beaucoup plus de vidéos et je fais plein d'autres trucs, donc j'ai pas pris le temps de refaire des petits dessins et tout, donc ce sera que à écouter, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous l'aviez pas vu, vous pouvez aller voir l'autre si vous voulez, je pense qu'il y en a même d'autres encore avant, ça fait un moment que la chaîne existe, donc des trucs un peu délirants comme ça, j'ai dû en faire pas mal, et si vous découvrez la chaîne maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout, et à aller voir les trucs précédents, ça fait plaisir, et vous aurez plein de trucs sur le jeu de rôle, et pas nécessairement aussi perché que le sujet d'aujourd'hui. Donc on est parti. Donc d'abord je vais commencer par la soupe des idées, la soupe métaphysico-philosophique dans laquelle je baigne avec la Shadow March, etc. Avant de vous raconter un peu le mythe
que je me suis imaginé pour les origines du monde de la Shadowmarch. Donc déjà, il y a un truc qui m'a toujours fasciné comme idée, c'est le fait que c'est la subjectivité de tous les individus qui vivent dans le monde réel, vous voyez. Genre, par exemple, moi, j'ai pas du tout la même vision du monde qu'un autre, puis qu'un autre, puis qu'un autre. Pourtant, on vit dans le même monde, on a enfin, concrètement, on ne vit pas au même endroit, on ne voit pas les mêmes choses et tout, mais on vit dans un monde matériellement qui, a priori, jusqu'à preuve du contraire, est le même, quoi. On le voit juste d'un point de vue différent. Et donc, en fait, le monde qui nous entoure, eh ben, il est interprété de mille et une façons, et il vit. Ça commence tout de suite à devenir perché, d'accord. Mais dans l'idée, je trouve qu'il vit un peu à l'intérieur de chaque individu, vous voyez. Le monde dans lequel on vit existe dans une version différente à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc il y a l'idée de multivers, de trucs quantiques, l'infiniment petit. Est-ce que ce que nous imaginons existe matériellement quelque part? Ouh là là, on part déjà trop loin. Et bon voilà. Il y a ce parti pris-là que je trouvais intéressant. Et il y a aussi le besoin de recréer ce qu'on a à l'intérieur de nous, autour de nous. Vous voyez, il y a un peu l'idée qu'on voit le monde. Ensuite, ça nourrit notre imaginaire. Donc ça passe dans une sorte de poche différente dans la sphère de la pensée. Et ça ressort parfois matériellement. Parce que c'est de nos idées, en fait, vient l'idée, l'envie même de créer des choses, vous voyez. Et tout le monde donc a un monde intérieur, pas forcément un truc de fantaisie et tout, hein, mais a son monde intérieur, une perception intérieure, et souvent c'est cette perception intérieure des choses qui nous donne envie de créer. On retrouve beaucoup de gens qui créent encore et encore des histoires, des mondes, pour que ça sorte, pour que ça existe et que ça vienne se matérialiser dans la réalité. Et d'un point de vue complètement méta, créer un monde de jeu de rôle, vous voyez, c'est un peu ça, c'est créer un monde dans lequel on va pouvoir faire vivre des histoires, faire visiter à d'autres une part infime de notre imaginaire, même si au final ils vont jamais vraiment le visiter, parce que on n'a jamais la certitude que les idées qu'on avait en tête se retranscrivent matériellement. Même si je dessine un truc, ça ne ressemblera jamais exactement à ce que j'avais imaginé, puisque ce que j'imagine, ça change tout le temps, c'est toujours en mouvement ce que j'imagine, d'accord? Donc déjà, moi-même, je peux pas dans le réel matérialiser vraiment le monde que j'ai dans la tête, mais alors en plus, espérer qu'il y ait quelqu'un qui le visite exactement comme moi je me l'imagine, même au travers du jeu de rôle où on a un peu l'impression de partager un monde commun dans notre tête. En fait, on a chacun une perception différente de l'histoire et du monde qui est en train d'être raconté. Mais on part très très loin là, attention. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, genre il y a un peu un truc comme ça dans le jeu de rôle, on a envie de faire visiter, de voyager ensemble dans notre imaginaire. Et dans le world building, il y a un peu ça aussi, quoi. Et il y a aussi, je pense aussi que plus largement, en matérialisant ce qu'on a à l'intérieur de nous et en le partageant, on espère aussi laisser quelque chose derrière nous, quoi. Que ça ne... Peut-être on a peur que nos idées disparaissent. Vous voyez, toutes ces histoires qu'on s'imagine et tout, si on les garde pour nous, en fait, elles disparaissent. Déjà que nous, on finit par les oublier et à passer à d'autres histoires. À un moment donné, il faut que ça se couche sur le papier pour que peut-être un jour on les revisite, elles disparaissent indubitablement. Et donc je pense peut-être que dans la volonté de créer, il y a une volonté de laisser quelque chose derrière soi et que les choses ne disparaissent pas, quoi. Donc là, vous dites c'est perché, on n'a pas fini avec la bouillie d'idées, vous allez voir qu'ensuite on va vraiment aller sur une histoire de mythe fondateur d'un univers de fantasy, ne vous inquiétez pas. Un autre truc que je trouve intéressant et un peu flippant, c'est un peu la corollaire de ce qu'on a dit juste avant, c'est le fait que les choses disparaissent, vous voyez. Notamment les idées, et que nos mondes imaginaires, en fait, se désagrègent. Et donc, on les revisite souvent, et en les revisitant, en fait, à chaque fois, on les transforme, parce qu'on retravaille à partir de la mémoire. Quand vous écrivez quelque chose sur votre monde, il y a plein d'idées que vous ne couchez pas sur le papier dans l'instant, et donc même quand vous allez aller relire, vous allez retransformer ce monde, en fait, et il va tout le temps changer à chaque fois qu'on va reposer les yeux dessus, ou qu'on va y penser à nouveau. Et pourtant, on continue de créer, et je pense que c'est pas seulement... pourquoi on fait du world building, en fait? Enfin, vous pouvez faire du jeu de rôle sans faire vraiment du world building, essayer de créer un monde et tout. Par exemple, en totale émergence et tout. Mais je pense que dans le world building, il y a un peu une volonté de cohérence. Comme je le disais, moi, j'aime bien, à chaque fois que j'ajoute un truc dans mon monde, essayer de l'amener de manière cohérente. Et à chaque fois, en fait, il y a une limite à ça, un peu frustrante. Parce que au bout d'un moment, vous avez tellement d'idées que c'est impossible de toutes les mettre dans un même monde de manière cohérente. Et du coup, alors il y en a qui trouvent que c'est un peu nul, cette idée de multivers, etc., de réalité parallèle, de vouloir tout mettre dans un même univers, vous voyez. Des fois, on se dit, créer un monde, vaut mieux en créer un avec vraiment des thèmes forts, etc., pour qu'il soit le décor d'un type spécifique d'histoire et tout. Et ça, je l'entends, et la plupart du temps, c'est ce que je fais. Mais là, avec la Shadowmarch, et juste l'idée du bac à sable et cette envie de toujours faire s'étendre ce monde au-delà de l'histoire qui va être racontée par les PJ, vous voyez, et peut-être de faire plusieurs histoires dedans et tout, je commence à être un peu plus à l'aise avec cette idée d'un monde finalement qui va peut-être être un peu moins cohérent et qui va devoir être passe-partout d'une certaine manière, mais pourtant j'ai toujours cette force du world building qui me donne envie de tout relier, vous voyez, d'avoir une cohérence interne et de créer.
un mythe fondateur. Et je trouve que c'est marrant, en fait, ces deux forces un peu qui s'opposent, vous voyez. Le besoin de créer tout le temps des choses nouvelles, mais en même temps de les mettre en cohérence ensemble. C'est une sorte de processus infini, je sais pas comment dire. Et ça va venir justifier un concept métaphysique central dans l'univers de la Shadowmarch. Après, pour des trucs un petit peu plus simples, une idée que j'ai toujours trouvé stylée, c'est l'idée, je sais plus le titre du livre, s'il y a quelqu'un qui le retrouve, ça m'intéresserait. Il y a un livre que j'ai lu, je me demande si c'est pas Bernard Weber, mais je sais plus. C'est un roman que j'ai lu il y a longtemps, je l'ai plus et peut-être je retrouverai jamais ce que c'était. Mais l'idée dans ce livre, c'est que, donc ça fait un bail que je l'ai lu, en fait, je crois que le personnage principal, à la fin, ça m'avait marqué. Je sais même plus ce que c'est l'histoire, honnêtement. Mais je me souviens qu'à la fin, le personnage principal, il réalise qu'il est dans une fiction. Je crois qu'il part dans l'espace et tout, genre, et il voyage dans l'espace à bord d'une fusée ou un délire de ce style, et il se rend compte, en fait, au fur et à mesure que l'existence de l'univers dans lequel il vit dépend de celui qui est en train d'écrire la fiction dans laquelle il vit. C'est-à-dire que le mec, à la fin, réalise qu'il est dans un livre, en gros, et que il me semble qu'à certains moments du récit, en fait, il se retrouve bloqué. Il peut pas aller à des endroits et tout, et c'est juste parce que la suite de son histoire est pas encore écrite. Et à un moment donné, il voyage tellement loin dans l'espace qu'il sort, entre guillemets, des limites du livre, il arrive au bord de la page et réalise qu'il est un personnage de fiction. Et ça, j'avais toujours trouvé ça ultra stylé. Parce qu'au final, tous les univers qu'on crée là pour de la fantasy et tout, ils n'existent que parce qu'il y a quelqu'un pour les imaginer et pour les créer, en fait. Et ça, je trouve que c'est une idée assez intéressante comme concept. Ça fait un peu penser à Rêve de Dragon, d'une certaine manière, le jeu de rôle Rêve de Dragon, où les gens vivent dans le rêve des dragons. Donc dans l'imaginaire d'une créature. Et en fait, au-delà de Rêve de Dragon, je trouve que c'est assez stylé l'idée que le créateur de l'univers, parce que souvent on met une conscience derrière la création de l'univers parce qu'on a du mal à imaginer ce qu'il pourrait y avoir d'autre, hein, même dans la réalité en fait. Plus on retourne dans le passé, moins on sait vraiment ce qui s'est passé, et il y a une sorte de vertige comme ça, et donc on aime bien mettre quelqu'un derrière la création du monde, et là vous allez voir que c'est ce que j'ai fait pour la Shadowmarch, mais j'ai kiffé l'idée en fait de voilà, que celui qui crée le monde dans la Shadowmarch, au-delà de le créer par exemple pour un but X ou Y ou que sais-je en fait, il soit comme dans une sorte de position d'auteur, vous allez voir. Et un autre truc que j'avais trouvé stylé, et ensuite on va commencer avec le mythe, c'est une idée que j'avais trouvée dans Cadaverous DI par Loris Gianada. C'est un truc designé pour Old School Essentials. Donc j'ai pas tout lu en entier, c'est assez perché. Il y a plein de trucs que je commence la lecture. Et en fait, dans les premières pages, je trouve l'idée tellement ouf que j'arrive plus à lire la suite parce que ça me donne trop d'idées pour créer autre chose. Ça, c'est un peu ma malédiction. Je commence à lire genre un module, une campagne et tout. Et en fait, le pitch et les 20 premières pages, je lis. Puis au bout d'un moment, j'ai plus envie de lire. En fait, ça m'a juste envie de donner envie, 1, 2, 3, de créer quelque chose. Et Cadaverous Dei, ça m'a un peu fait ça. Bah, je vous lis la 4e de couverture. Il est mort il y a si longtemps que nous, ses enfants, ses fidèles, ses suivants, avons oublié son nom. Pourtant, nous étions là lorsqu'il tombait. Sur son corps flottant dans le phlogiston, je sais même pas, nous avons survécu. Nous avons cultivé ce que nous avons pu. Son corps nous apporte sustenance, survie et le cycle sans fin des renaissances. Même si nos mémoires sont rongées par le temps, partout sur le corps, de la tête aux pieds, du moignon à la main, en passant par la panse et la plaie, une inquiétude sourde alimente les ragots. On parle de parasites venus d'ailleurs qui dévorent le corps. On parle d'étrangers qui parlent des sabirs inconnus venus voler son cœur. En gros, si vous voulez, l'idée... je vais pas retranscrire exactement l'idée de ce bouquin, mais moi, ce qu'il en est ressorti, ce que j'ai aimé comme concept, c'est l'idée qu'en fait, le monde, ce soit un peu le corps du créateur. Que les gens vivent, que tout, en fait, soit une partie du corps de celui qui a créé le monde. C'est un peu ça, l'idée, quoi. Et je trouve que ces métaphores un peu organiques et tout sont vachement intéressantes pour en déduire des concepts, quoi. Donc voilà, c'est Perchos. Ça, c'était la bouillie d'idées. Maintenant, je vais vous parler du mythe fondateur de l'univers dans lequel les joueurs jouent la Shadowmarch, en fait. Mais honnêtement, ça n'a quasiment aucun effet sur la campagne. Parce que un autre truc qui est très important et que j'aimerais dire avant qu'on commence, c'est que moi, un truc qui me tient vachement à cœur quand je fais du jeu de rôle, enfin que j'aime beaucoup, c'est l'idée que les personnages ne sachent pas en fait comment le monde a été créé. Et que personne ne sache vraiment, parce que ça justifie tous les courants philosophiques, toutes les religions, tous les questionnements intérieurs. Si en fait, dans le monde dans lequel vous jouez, les gens savaient tout, et qu'il n'y avait pas justement de subjectivité, cette subjectivité, moi, que je trouve intéressante, on disait au tout début de la vidéo, que les gens, en fait, je trouve que c'est intéressant que les personnages aient à interpréter le monde. Et donc qu'il y ait, du coup, des véritables religions, c'est-à-dire que les dieux, même s'ils existent, ne soient pas vraiment en contact avec l'humanité, la multi-humanité, avec toutes les autres espèces humanoïdes. Qu'en fait, les joueurs, on s'en fout qu'ils sachent si leur dieu existe ou pas. Moi, j'aime bien que le monde... J'aime bien cette versimilitude dans le fait que
les personnages qui parcourent le monde n'en connaissent pas les origines et doivent trouver du sens en fait, comme dans la vraie vie en fait. Si mes joueurs regardent cette vidéo, en fait ça ne changera rien pour la campagne, vous voyez. Le monde de la campagne ne cherche pas à raconter une histoire spécifique pour le coup. Ce que je vais vous raconter là, l'histoire de Madira, qui est une déesse de Shadow Dark, mais pour laquelle j'ai vraiment étendu son histoire. Même si mes joueurs entendent tout ça, ça ne changera pas leur perception, la perception du monde de leurs personnages, parce que leurs personnages n'en savent rien en réalité. Et même le mec le plus savant du monde dans lequel ils voyagent, mes personnages, je pense, il ne pourra jamais leur relater cette histoire en soi. Donc là, en écoutant cet épisode, peut-être qu'ils auront une connaissance un peu méta de ça, mais honnêtement, ça ne changera rien. Parce qu'ils sont très forts en roleplay, ils arrivent à ignorer le méta, tout en le prenant en compte. Paradoxe. Bon, allez, on y va. À la base de l'univers de la Shadowmarch, du cosmos, de tout, il y avait un être, Madira. Donc Madira, dans Shadow Dark, c'est un peu une déesse du destin, entre guillemets. Mais on a genre 5-6 lignes sur Madira. On va voir qu'on a pas mal étendu le concept. Donc Madira, c'est le premier être conscient. C'est elle qui voit le monde tel qu'il est. Et c'est d'ailleurs, si vous regardez la vidéo et que vous ne faites pas que l'écouter, l'image que vous pouvez voir, là, que j'ai mise, c'est celle que j'ai prise pour Madira, que j'ai trouvée sur Pinterest. Je trouvais qu'elle était stylée. Et donc Madira, elle est au centre d'un monde qu'elle ne comprend pas en fait. On peut imaginer un enfant qui n'a pas de langage, qui n'a rien, qui voit des choses et qui n'ont pas de sens autour de lui. Elle voit le monde tel qu'il est, informe, changeant, chaotique, incohérent. Et un jour, elle décide de façonner l'univers avec des mots. Elle décide de donner des noms aux choses. Et donc, elle choisit pour plus petite unité de la création des runes. Comme si c'était c'est un alphabet gigantesque de runes. Et si elle allait dans le microscopique, vous voyez, même le nanoscopique et je sais pas, encore plus quoi, qu'elle allait au plus petit, dans l'infiniment petit, tout en bas il y aurait les runes. Et en nommant, en commençant par le plus petit, et en remontant jusqu'au plus grand, et en créant des concepts et en nommant toutes les choses avec les runes, elle finit petit à petit par donner naissance à des concepts de plus en plus grands, et elle infuse de la cohérence dans l'univers qui l'entoure et qu'elle ne comprenait pas jusque-là. Ça, c'est Madira, c'est entre guillemets un être humain, c'est un écrivain, c'est une créatrice qui voit le monde et qui essaye de l'expliquer et de le raconter. Et depuis la tour qu'elle s'est construite, au bout d'un moment, elle se construit une tour, en fait, au milieu de son univers, en fait. Elle va tout définir, elle fait en sorte que tout commence à graviter autour de sa tour. Elle continue d'organiser, de créer de la cohérence, toujours plus de cohérence pour solidifier le monde qui l'entoure, comme une sorte de maître du jeu, vous voyez, qui s'amuse à tisser des liens et à justifier les choses qui émergent. Et en fait, un jour, Madira, elle réalise qu'elle n'a qu'une vue parcellaire et limitée, en fait. Et que ouais, vu qu'elle est au centre du monde, il lui manque quelque chose pour voir le monde, qu'elle a besoin de le voir sous un autre prisme. Donc elle décide de créer des personnages, en fait, pour l'habiter, pour l'aider, d'autres divinités qui auront d'autres points de vue sur le monde. Et ces divinités, elle va leur donner la magie. Donc la magie, c'est le fait de comprendre les runes et de pouvoir les réorganiser, que ce soit en récitant des sortilèges, en accomplissant certains rituels, en ayant les outils nécessaires. On pourrait bien imaginer qu'une baguette magique, finalement, c'est comme une sorte de lame chirurgicale qui sert à couper les runes pour lancer un sort, peut-être. Et voilà, donc elle leur donne la possibilité, entre guillemets, d'influencer le monde qu'elle crée en leur transmettant ce savoir. Et puis tout ça continue, elle veut toujours tisser plus de fils encore et encore. Et en fait, Madira, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va lui faire peur. Déjà, elle voit que par la volonté qu'elle a offerte aux autres personnages de ce monde, elle a mis ce monde en mouvement. Et qu'à partir du moment où ce monde est en mouvement, le temps s'écoule, il commence à y avoir des choses qui bougent, et du coup la notion de temps apparaît, et que dès lors, ce monde qui est en mouvement avance vers quelque chose et inéluctablement une fin. Donc ça, moi j'aime bien qu'il y ait une fin, j'aime bien la destinée, tous ces concepts-là. Donc elle se rend compte de ça, que ça a commencé. Et effrayée à l'idée que le monde ait une fin, du coup Madira, elle décide de continuer, de l'étendre en fait sans cesse. Mais elle se met aussi à décider de le reconfigurer pour essayer d'éviter cette fin. Donc avec l'aide de Kaitiros, qui est un des patrons dans un des livres de Shadow Dark, Kaitiros qui voit la fin de toute chose, qui voit toutes les destinées écrites, Kaitiros il va l'aider, Madira, à travailler, à prédire l'avenir en fait, à la fin de ce monde, et aider Madira du coup à sans cesse modifier tous les scénarios possibles pour empêcher l'avènement de cette fin du monde. C'est ça qui devient l'obsession de Madira. Donc à partir de ce moment-là, Madira, ce qu'elle commence à faire, c'est à créer une immense fresque. Plutôt que de juste étendre le monde et d'essayer de l'expliquer et de lui donner de la cohérence, elle essaye maintenant de lui donner du sens. Sur sa peau, elle écrit une immense fresque, la trame du destin. Et sans cesse,
Madira grandit pour être toujours plus grande et avoir toujours plus de surface sur son corps pour inscrire dans sa chair, en fait, et sur sa peau, le destin du monde. Et elle entre comme ça dans une course effrénée pour écrire le destin, tisser ce qui va venir, contrôler et rediriger toujours plus pour empêcher la fin. Mais Kaithiros, à ce moment-là, il assiste à cette obsession grandissante de Madira qui l'aide chaque jour. Et il réalise deux choses. La première, c'est qu'en faisant ce qu'elle est en train de faire, Madira est en train de priver de volonté les autres divinités de sa cour, en fait. Puisqu'elle écrit le destin, les divinités vont tout simplement ne plus avoir de volonté propre en réalité. Et plus le temps passera, plus le monde n'existera alors que par le prisme de Madira. Elle va perdre ces autres points de vue qu'elle avait eus sur le monde. Et l'autre chose qu'il réalise, c'est que la fin, du coup, est inévitable. Et en fait, ce qui rend cette fin inévitable, d'une certaine manière, ce qui rend le monde encore plus fragile, c'est le fait que le jour où Madira périra, le monde périra avec elle. Parce que, en écrivant le destin du monde sur sa peau, elle a scellé le destin du monde au sien. Et donc Kaithiros, il sait pas trop quoi faire. Et du coup, il va parler avec des gens autour de lui. Il est déchiré en fait entre le fait d'aider toutes les autres divinités, de faire en sorte que le libre arbitre existe toujours, parce que Madira est en train d'écrire le destin, donc elle supprime le libre arbitre. Et donc ça, Kaithiros a du mal à le vivre, non seulement pour lui-même, mais pour les autres qui l'entourent, qui sont pas au courant de ce qu'est en train de faire Madira. Mais d'un autre côté, il est fidèle à Madira, et il lui doit son existence, sa magie, son pouvoir. Et donc, il commence à en parler autour de lui, et notamment à Ged, ou Gédé, qui est aussi une divinité de Shadow Dark, divinité de la nature dans Shadow Dark, et qui est la sœur de Madira, la sœur spirituelle, puisque Madira, en fait, a enfanté tout ce qui existe, d'une certaine manière. Et donc, c'est la déesse de la nature. Il lui en parle, il cherche une solution, il sait pas quoi dire à Madira, et du coup, Ged va faire, ou Gédé, vous voyez, ça aussi, c'est une question de point de vue. La prononciation du nom de la déesse changera en fonction de la civilisation qu'on rencontre. Gédé, du coup, fait une proposition à Madira, celle de créer un monde cyclique, qui ainsi n'aurait pas de fin. Et Madira, elle est assez satisfaite par cette idée, parce que ce dont elle a peur, c'est de la fin, en fait. Et donc, elle accepte que le monde soit cyclique. Et là, tout le monde est rassuré, quoi. Le monde est cyclique, et donc tout se répète sans cesse. En fait, le destin, c'est une boucle, désormais. Et donc là, Madira est rassurée, parce que ça veut dire que le destin lui survivra. Cette histoire de destin, de le libre arbitre qui disparaît pour que tout soit éternel, etc., ça ne plaît pas à tout le monde. Et Kaithiros n'a pas pu se retenir, et il en a parlé à d'autres, à la cour de Madira, dans la tour. Et il y en a qui commencent à s'ennuyer. Et d'ailleurs, Madira elle-même s'ennuie un petit peu. Tout le monde commence à s'ennuyer, et au-delà de l'ennui, il y en a qui vont plus loin. Ils trouvent ça complètement injuste, finalement. Et tous les personnages influents qui courtisent Madira commencent à lui chuchoter à l'oreille: Madira, pourquoi ne nous libères-tu pas de ce cycle éternel? Pourquoi ne peut-on aspirer à rien d'autre que vivre encore et encore les mêmes expériences sous ta tutelle, sous la tutelle du destin? Et Madira, qui commençait déjà à s'ennuyer et qui commençait à être à nouveau dévorée par le feu créateur, décide que peut-être que la meilleure chose à faire pour elle, plutôt que de continuer à essayer de sauver sans cesse l'univers en réécrivant le destin, en le reconfigurant pour qu'il n'ait virtuellement pas de fin, décide de détruire sa propre création pour tout recommencer. Elle pourrait revenir à un stade où elle était beaucoup plus jeune et avec des idées neuves, et où son corps était moins déjà recouvert et marqué par sa création, puisqu'on rappelle, elle crée le monde à partir de sa peau, notamment l'histoire de ce monde. Et grâce au pouvoir qui coule dans son sang, elle est le truc un peu l'entité originelle. Et donc là, Madira décide de tout détruire. Et alors, pour sauver la création et leurs propres existences, Kaithiros et d'autres conspirateurs qu'on appellera par la suite les discordants parce que c'est eux qui décident finalement de changer le cours du destin et de se retourner contre le destin et contre finalement l'hégémonie de la vision de Madira. Ces discordants, en fait, ils vont profiter du moment où la déesse va, pendant une fraction de seconde, modifier le destin. Et donc au moment où vous voyez, il y avait cette histoire de cycle, elle brise le cycle, et du coup là le destin peut être changé, il y a une sorte de marge de manœuvre, une faille dans son système. À ce moment-là, les conspirateurs attaquent la déesse et la dépaissent. Ils la coupent en 1000 morceaux, et se partagent
les reliques de son corps, il se partage sa peau parcheminée sur laquelle on peut écrire le destin, il se partage son sang qui bouillonne de pouvoir. La trame de l'espace et du temps à ce moment-là, qui était jusqu'alors bien ordonnée car inscrite dans la chair de Madyra, explose en un millier de planètes et de plans, comme autant de chapitres finalement déchirés d'un livre dont les pages auraient été arrachées et dispersées aux quatre vents en fait. Et c'est à ce moment-là que naît réellement le cosmos, le monde dans lequel les personnages du coup qui vivront ces campagnes graviteront. Même s'ils en ont rien à foutre de toute cette histoire. Et du coup, les divinités rebelles, les discordants, vont se partager ces reliques et mine de rien, vu qu'ils vont obtenir une partie de la peau de Madyra, etc., ils vont pouvoir choisir d'altérer la réalité à leur image, chacun dans leur coin, tout ça. Et dans son sang, ils vont pouvoir boire, s'abreuver de son pouvoir incommensurable. Et dans ses eaux, ils fabriqueront des artefacts légendaires qui se disputeront durant les éons à venir. Mais il y a quand même deux éléments à prendre en compte. Déjà, Madyra, peu avant de prendre la décision de détruire sa création, ou plutôt de rompre le cycle, elle avait échafaudé un plan de secours. Au dernier moment, Kaitiros a eu un regret, c'était lui qui dirigeait les discordants. Il a eu un regret, il l'a prévenu de l'attaque à venir des discordants, de cette rébellion latente dans la cour. Madyra, en réaction, s'était arraché le cœur avant qu'on ne vienne la dépecer. Elle s'était arraché le cœur pour qu'une partie d'elle subsiste lorsque les vautours viendraient se partager les reliques de son corps. Et ainsi, quelque part dans le cosmos, Madyra subsiste, et ceux qui lui sont restés fidèles essayent de retrouver toutes les parties de son corps, dispersées aux quatre vents, pour un jour la reconstituer, recollant bout à bout les fragments déchirés de sa chair, pour que la trame du destin soit à nouveau complète. Et il y a un autre élément, au moment où la trame du destin a été coupée, certes elle formait un grand cycle, mais dans ce grand cycle il y avait des tonnes de petits cycles. Et du coup, en coupant tout en 1000 morceaux, il reste une partie cyclique de chacune de ces choses. Et on pourrait voir chacun des morceaux de la peau de Madyra, cette peau parcheminée sur laquelle on a écrit le monde et le destin, comme fragments du monde, vous voyez. Et peut-être que chaque planète, finalement, est décrite sur un parchemin. Et que l'histoire de cette planète, le cycle de cette planète, ce petit morceau de cycle du destin, est écrit sur ce parchemin. Et du coup, chaque petite planète, en fait, continue à répondre à cette logique de cycle. Et la déesse Gedd veille à ce que chacune de ces planètes continue à vivre ces cycles. Et évidemment, tous les dieux et tous ceux qui ont des aspirations cosmiques essayent de modifier ça et de se faire leur propre petit monde à leur image, d'obtenir le parchemin sur lequel le monde qu'ils dirigent est décrit, etc. On pourrait imaginer que le monde sur lequel vivent par exemple les PJ actuellement, ce soit une sorte de page d'un livre, tout est déjà écrit, mais où elle est liée pour former un cylindre et bouclée sans cesse. Et ça permet de mettre des événements cosmiques prédictibles sur certains endroits. Par exemple, dans le monde de la Shadowmarch, il y a le châtiment de Gedd, qui est le moment où la déesse nature, en fait, pète un câble et reset le monde. Et en fait, si ça tombe, eh ben, le monde, il a vécu. Il vit à chaque fois le même conflit, en boucle, légèrement altéré par peut-être des forces extérieures qui utilisent des parchemins ou des reliques de Gedd pour changer un peu le cours du destin. Légèrement altéré peut-être, mais à chaque fois le cycle se répète et Gedd reset le monde. Et peut-être que comme elle arrive en bout de page, son seul moyen de remettre la boucle à zéro, c'est de tout détruire et de tout recommencer, vous voyez. Bon, c'est ultra perché. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé. Il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire, hein. C'est juste un délire métaphysique. Et du coup, peut-être que vous l'aurez certainement vu dans toute cette histoire, il y a des incohérences. Peut-être que vous y aurez trouvé de l'inspiration. Peu importe, pour moi, l'idée, en fait, déjà l'idée me fait beaucoup rire, en fait, j'aime bien cette idée. Et je trouve qu'elle peut donner du sens, justement, à plein de choses, tout en expliquant ce qui n'a pas de sens, d'une certaine manière. Comme dans la vraie vie, quand il y a des trucs, on a du mal à en déterminer le sens, soit on doute, soit on trouve une explication à la con. Et dans le cadre du world building d'un univers de jeu de rôle, moi je préfère avoir une explication à la con. C'est un peu le noyau central de tout world building, vous voyez, ça repose toujours sur une idée, un pitch. Donc là l'explication c'est, en fait le pitch, entre guillemets, de ce mythe créateur, c'est dès lors que la créatrice de l'univers, qui l'avait forgé à partir de ses mots, de sa vision, est comme morte, même si on a dit que son cœur subsistait, ça peut faire une sorte de menace, vous voyez, muglube, pour ceux qui suivent. Dès lors que la créatrice de l'univers est morte, en fait, le monde fondé sur son imaginaire n'a plus de cohérence interne. Chacun peut l'interpréter à sa manière. C'est un peu comme si vous laissiez derrière vous une œuvre inachevée et qu'il y avait des gens qui continuaient à en écrire la fin, ou qui avaient leurs propres interprétations, ou que la licence devenait libre de droit et que chacun racontait ses histoires et créait son multivers dedans. On pourrait voir les dieux discordants un petit peu comme ça. Et du coup, la mémoire de cet univers, ce qu'il était censé être, et ce qu'il va devenir, c'est disputé par tous ceux qui s'en sont partagés la matière première, quoi.
Et la matière première, c'est tout ce qu'avait matérialisé la créatrice de cet univers, Madeira, avec son sang, avec sa peau, avec sa chair. Un truc que je trouve intéressant, c'est ce côté, les parchemins de la peau de Madeira, en fait, ça devient un peu des artefacts ultra puissants et potentiellement des objets qui permettent d'utiliser le sort souhait. Vous savez, le fameux sort souhait de Donjons et Dragons, qui permet de faire un vœu. Et je trouve que c'est cool qu'il y ait une sorte de réalité matérielle à ça. Je pense d'ailleurs que, personnellement, moi, je n'autoriserais pas, même si c'est un sort de niveau 5 dans Shadow Dark, vous voyez, un personnage à avoir le sort souhait de base, il pourrait avoir les autres sorts de niveau 5, mais pas celui-là. Celui-là, il a un truc trop important pour être aussi bêtement laissé dans la liste de sorts de quelqu'un. Donc pour moi, pour utiliser le sort souhait, il faudrait trouver un parchemin de peau de Madeira, vous voyez, un truc comme ça. Et du coup, ça en fait un artefact ultra puissant, et puis en plus, ça explique le fait que si on change, en fait, grâce à ce sort souhait, une partie du monde, en fait, ça va forcément avoir des conséquences catastrophiques, mais peut-être pas sur le monde entier, mais sur une partie isolée, puisque le destin du monde, en fait, a été coupé en 1000 morceaux. Lorsque Madeira a été coupée en 1000 morceaux. Enfin bref, c'est un peu perché. Un autre truc que j'aime bien, c'est les larmes de sang de Madeira. Vous voyez, j'aime bien le fait qu'il y ait des fragments du sang de la déesse, en fait, des larmes de son sang qui coulent dans le sang de plein d'individus. Ce qui ferait qu'en fait, ces individus, d'une certaine manière, seraient intrinsèquement capables de s'arracher au déterminisme de tout ce qui a été tissé par Madeira. Et ce qui pourrait justifier que, même si... Enfin, qu'en gros, les PJ, en fait... Et peut-être pas tous les PJ d'ailleurs, peut-être qu'un PJ qui meurt un petit peu prématurément, finalement, c'est un PJ qui n'avait pas les larmes de Madeira qui coulaient dans ses veines et qui n'avait pas le pouvoir de changer le destin qui était écrit pour lui. Mais ça permet d'avoir cette sorte d'étincelle de destinée que j'aime bien, qui a un peu un côté héroïque, une sorte d'étincelle de divinité chez certains individus qui peuvent changer les choses, quoi. Et aussi que du coup, le sang en lui-même, de tout un chacun, soit une source de pouvoir, par exemple si on fait des sacrifices de sang, ou si on sacrifie un être très puissant pour accomplir un rituel, son sang est plus puissant parce qu'il a une partie des larmes de Madeira qui coulent en lui. Enfin, c'est perché, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens pour vous, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et puis ce que j'aime bien, c'est aussi une idée qui m'était venue, c'est qu'à chaque fois, qui est assez classique, hein, somme toute, c'est qu'à chaque fois qu'en fait on utilise beaucoup la magie et qu'on reconfigure les runes qui sont l'unité minimale du monde qu'a créé Madeira, en fait on peut créer des failles et qu'à ce moment-là, en fait, on laisse une part de chaos entrer. Et en fait, le vide entre les mondes, c'est le chaos, vous voyez. À la base, Madeira, c'était qu'une seule chose, et c'est lorsqu'on l'a découpé en 1000 morceaux que le cosmos s'est formé. Et ben, le vide laissé entre tous les morceaux de Madeira, c'est ce chaos, et lorsqu'on fait appel à la magie, lorsqu'on accomplit un immense rituel, etc., ça peut créer des failles. Et j'ai un petit concept assez classique de corruption, parce que j'ai toujours aimé la corruption et tout, comme dans Symbaroum et tout. C'est que lorsqu'on fait des failles trop puissantes, il y a le fel. Et le fel, c'est ce qui s'infiltre là où en fait le destin et la matière laissent une petite place. Et ça permet de justifier par exemple des failles qui permettent de voyager entre différents mondes, différentes réalités alternatives, différents chapitres de l'histoire qu'avait écrit Madeira, mais qui sont censés être, qui à la base étaient censés être en cohérence, qui depuis qu'elle a été coupée en morceaux sont censés être séparés par le cosmos. Mais par moment, on va avoir des sortes de failles qui vont permettre à différents chapitres du roman, de la création du monde, de se retrouver et de s'interpénétrer et s'influencer. Bon bref, j'espère que ça vous a amusé, que ça vous a donné des idées. Honnêtement, c'est pas un truc hyper cohérent, c'était le mythe derrière la Shadow March. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, demain en fait. Exceptionnellement, vous avez 3 vidéos consécutives, vous vous rendez compte ? C'est pas possible. En fait, j'ai commencé à avoir pas mal d'avance sur les vidéos, et il y a des trucs que j'ai envie de vous partager, ça me démange trop. Et comme le calendrier éditorial est très chargé, je me suis dit, Osef, on va foutre ça en plein milieu de la semaine. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Vous pouvez venir sur le Discord, vous pouvez aller sur le Tipeee pour soutenir tout ce qui est fait sur cette chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis matériellement, c'est l'un des moyens concrets de soutenir la chaîne. Et voilà, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté. Au revoir, et surtout, continuez à inventer vos propres mythes et légendes. C'est ça la beauté du world building, et ce qui fait pour moi la beauté du jeu de rôle. Oh.